Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, le disciple de Paul Bourget. Pour tromper une anxiété que chaque minute rendait plus intense, je marchais droit devant moi dans la campagne noyée de vapeur par ce gris matin de novembre. J'allais très loin, dépassais dans cette course désordonnée le village de Saulzay-le-Froid. Et pourtant, dès 8 heures, j'étais en bas à déjeuner ou faire semblant dans la salle à manger du château. C'était le moment, je le savais, où la femme de chambre entrait chez mademoiselle de Jussat. S'il était arrivé un malheur, cette fille appellerait tout de suite. Avec quel inexprimable soulagement je la vis qui, revenant de là-haut, se dirigeait vers l'office et en sortait tenant à la main le plateau préparé pour le thé. Charlotte ne s'était pas tuée. Une espérance me reprit alors. À la réflexion, et une fois son premier mouvement de colère passé, peut-être interpréterait-elle comme une preuve d'amour mon refus de mourir et de la laisser mourir. J'allais savoir cela. Il suffisait de l'attendre dans la chambre de son frère. Le petit malade touchait alors à la fin de sa convalescence, et quoique privé de promenade, il déployait la gaieté d'un enfant en train de renaître à la vie. Il m'accueillit ce matin-là par toutes sortes de gentillesses, et sa gracieuse humeur redoubla mon espoir. Elle allait servir à briser la glace entre la sœur et moi. Les mains d'un jeune homme et d'une jeune fille se joignent si vite quand elles s'effleurent autour d'une tête innocente et bouclée. Mais quand Charlotte parut, toute blanche dans sa robe claire, qui plombait davantage sa pâleur, prétextant une migraine pour se dérober aux gamineries de Lucien, les yeux brûlés de fièvre entre les paupières desséchées et presque fanées, je compris que j'avais cru trop vite à une réconciliation possible. Je la saluai. Elle trouva le moyen de ne pas même répondre à mon salut. J'avais connu d'elle 3 personnes déjà. La créature tendre, délicate, compatissante, la jeune fille effarouchée, l'amante passionnée jusqu'à l'extase. Je rencontrais maintenant sur ce noble visage le plus froid, le plus impénétrable masque de mépris. Ah, la vieille et banale formule, l'orgueil patricien, j'ai pu m'en rendre compte à cette minute, et que certains silences vous exécutent comme le fer du bourreau. Cette impression fut si amère que je ne pus m'y résigner. Ce jour même, je la guettais pour avoir un mot de sa bouche. Fût-ce un nouvel outrage, et au moment où elle entrait dans sa chambre vers la fin de l'après-midi pour s'habiller avant le dîner, j'allais à elle dans l'escalier. Elle m'écarta d'un geste si altier, avec un si cruel « Je ne vous connais plus ». Sur sa bouche frémissante, un regard si indigné dans les yeux que je restais sans trouver une phrase à lui dire. Elle m'avait jugé et condamné. Oui, condamné. Cet arrêt aurait dû m'être d'autant plus cruel à subir qu'il était plus mérité. Elle me méprisait pour ma peur de la mort, et c'était vrai. J'avais senti ce lâche frisson devant le trou noir, pendant que je la regardais reposer sur ma poitrine. J'avais certes le droit de me dire que cette peur toute seule ne m'aurait pas arrêté devant le suicide à 2, si la pitié pour elle ne s'y était point jointe à mon ambition de penseur. N'importe. Elle s'était donnée à moi sous une condition, et à cette condition tragique, j'avais répondu oui, avant, et non, après. Eh bien, ce que vous appelez, mon cher maître, l'orgueil du mal, est si fort, et le fait d'avoir vraiment possédé une femme, d'avoir eu d'elle et son corps et son âme, et ses sentiments et ses sensations, satisfait cet orgueil si complètement que l'atroce humiliation du mépris de Charlotte ne m'atteignait pas comme autrefois son silence après la première déclaration, sa fuite loin du château, ses fiançailles. Elle me méprisait, mais elle avait été à moi. Je l'avais tenue entre mes bras, ses bras-ci, et le premier. Oui, j'ai souffert, cruellement,
entre cette nuit de délire et mon départ définitif de la maison. Pourtant ce ne fut pas le désespoir aride et vaincu de cet été, l'abdication totale dans la détresse. Je gardais au fond de mon être, je ne peux pas dire un bonheur, mais un je ne sais quoi d'assouvi qui me soutenait dans cette crise. Quand Charlotte passait devant moi, sans plus me regarder qu'un objet oublié là par quelque domestique, je la contemplais qui montait l'escalier, qui suivait le corridor, et je me la représentais en souvenir, ses cheveux défaits, ses pieds nus, sa bouche sur ma bouche, dans cet abandon virginal de toute sa personne qu'elle ne pourrait plus jamais, jamais avoir pour aucun autre. Cela me faisait un mal horrible que cette nuit d'amour eût été si courte, si unique, et ne dut pas recommencer. Pour une heure de cette félicité une fois goûtée, peut-être aurais-je accepté à nouveau le pacte fatal avec la froide résolution de le tenir. Mais cette félicité n'en avait pas moins été vraie, et cette certitude de ma mémoire suffisait à me sauver des affolements d'auparavant. Et puis cet amour était-il réellement irrémédiablement fini ? En agissant avec moi comme elle avait agi, mademoiselle de Jussat m'avait prouvé une passion très profonde. Était-il possible qu'il n'en demeurât rien dans ce cœur romanesque ? Aujourd'hui, et à la lumière de la tragédie qui a terminé cette lamentable aventure, je comprends que précisément ce caractère romanesque empêchait tout retour de ce cœur exalté. Elle n'avait pas une minute admis l'idée qu'elle pût être ma femme, fonder avec moi une famille. Elle n'avait pu faire ce qu'elle avait fait que par un accès de délire qui l'avait enlevée à la vie, à sa vie. Elle avait aimé en moi un mirage, un être absolument différent de moi-même, et la vision subite de ma vraie nature ayant du coup déplacé ce plan d'illusion, elle me haïssait de toute la puissance de son ancien amour. Hélas, avec toutes mes prétentions à la psychologie savante, je n'ai pas vu cette évolution de cette âme alors. Je n'ai pas soupçonné non plus qu'elle chercherait à tout prix le moyen de me connaître davantage et qu'elle irait dans l'égarement de ses dégoûts actuels jusqu'à me traiter comme les juges traitent les accusés. Enfin, qu'elle voudrait lire mes papiers et ne reculerait pour cela devant aucun scrupule. Je n'ai même pas su deviner qu'elle n'était pas fille à suivre aux hontes que lui représentait ce don d'elle-même accompli dans des circonstances pareilles, et je n'ai pas pensé à supprimer cette fiole de poison que je lui avais refusée. Je me croyais un grand observateur parce que je réfléchissais beaucoup. Les arguties de mes analyses m'en cachaient la fausseté. Il ne fallait pas réfléchir à cette époque. Il fallait regarder. Au lieu de cela, trompé par ce raisonnement que je vous ai fait tout à l'heure et persuadé que Charlotte m'aimait toujours malgré son mépris, j'essayais de rappeler cet amour par les moyens les plus simples, les plus inefficaces dans cet instant. Je lui écrivis. Je retrouvai ma lettre sur mon bureau, le jour même, non décachetée. J'allais jusqu'à sa porte la nuit et j'appelais. Cette porte était fermée à double tour et l'on ne me répondit pas. Je voulus l'aborder de nouveau. Elle m'écarta de la main, avec plus d'autorité encore que la première fois, sans me regarder. Enfin, le crève-cœur de cette insulte continue fut plus fort que les ardeurs du désir qui recommençaient de s'allumer en moi. Le soir du jour où elle m'avait ainsi repoussé, je me rappelle que je pleurais beaucoup, puis je m'arrêtais à un parti définitif. Un peu de mon énergie ancienne m'était revenue, car ce parti fut ce qu'il devait être. J'ajoute, pour dire la vérité entière, que la prochaine arrivée de M. de Plane et du comte André était annoncée. Cette nouvelle eût achevé de me décider si j'avais encore hésité. Leur présence à tous deux dans ce double et sinistre désastre de mon amour et de ma fierté, non, je ne voulais pas, je ne pouvais pas le supporter. Voici donc ce que j'ai décidé. Le marquis m'avait prié de prolonger mon séjour jusqu'au 15 novembre. Nous allions être au 3.
J'annonçais au matin de ce fatal 3 novembre que je venais de recevoir de ma mère une lettre un peu inquiétante. Puis dans la journée, je racontais qu'une mauvaise dépêche avait encore augmenté mes inquiétudes. Je demandais donc à M. de Jussat la permission de partir pour Clermont dès le lendemain, et à la première heure, ajoutant que si je ne revenais pas, l'on voulut bien faire une caisse des objets que je laissais et me les renvoyer. Je tins ce discours devant Charlotte, assurée qu'elle le traduirait par sa vraie signification. Il s'en va pour ne plus revenir. Je comptais que la nouvelle de cette séparation définitive la remuerait, et voulant en profiter aussitôt de cette émotion, j'eus l'audace de lui écrire un nouveau billet, ces 2 lignes seulement. Sur le point de vous quitter à jamais, j'ai le droit de vous demander une dernière entrevue. Je viendrai chez vous à 11h. Il fallait qu'elle ne pût pas me renvoyer ce billet sans le lire. Je le posai donc tout ouvert sur sa table de nuit, au risque de me perdre et de la perdre si la femme de chambre y jetait les yeux. Ah, comme mon cœur battait lorsque, à 11h moins 5, je m'acheminai vers sa porte et que j'appuyai sur le loquet. Le verrou n'était pas mis. Elle m'attendait. Je vis au premier regard que la lutte serait dure. Sa physionomie disait trop clairement qu'elle ne m'avait pas laissé venir pour me pardonner. Elle portait sa robe du soir en étoffe sombre, et jamais l'éclair de ses yeux n'avait été plus fixe, plus implacablement fixe et froid. « Monsieur, fit-elle dès que je refermai la porte, et comme j'étais là immobile, j'ignore ce que vous avez l'intention de me dire, je l'ignore, et je ne veux pas le savoir. Ce n'est pas pour vous écouter que je vous ai laissé entrer, je vous le jure, et je sais tenir ma parole, moi. Si vous faites un pas en avant, et si vous essayez de me parler, j'appelle, et je vous fais jeter dehors comme un voleur. » En prononçant ces mots, elle avait posé son doigt sur le bouton de la sonnette électrique placée au chevet de son lit. Son front, sa bouche, son geste, sa voix traduisaient une telle résolution que je dus me taire. Elle continua. « Vous m'avez, monsieur, fait commettre 3 actions indignes. La première a eu pour excuse que je ne vous ai pas cru capable d'une infamie comme celle que vous avez employée. D'ailleurs, je saurai l'expier, ajouta-t-elle comme se parlant à elle-même. La seconde, je ne lui cherche pas d'excuse. » Et son visage s'empourpra d'un flot de honte. « Il m'a été trop insupportable de penser que vous aviez agi ainsi. J'ai voulu être sûr de ce que vous étiez. J'ai voulu vous connaître. Vous m'aviez dit que vous teniez votre journal. J'ai voulu le lire. Je l'ai lu. Je suis entré chez vous quand vous n'y étiez pas. J'ai fouillé vos papiers. J'ai forcé la serrure d'un cahier. Oui, moi j'ai fait cela. J'en ai été trop puni, puisque j'ai lu dans ces pages ce que j'y ai lu. La troisième. En vous la disant, j'acquitte la dette que j'ai contractée avec vous par la seconde. La troisième, et elle hésita. Sous le coup de l'indignation qui m'a saisi, j'ai écrit à mon frère. Il sait tout. « Ah !» m'écriai-je, « vous êtes perdu !»« Vous savez ce que j'ai juré, » interrompit-elle, et mettant de nouveau la main sur la sonnette. « Taisez-vous, je ne peux plus me perdre, » continua-t-elle, « et personne ne fera plus rien, ni pour, ni contre moi. Mon frère saura cela aussi, et ce que j'ai résolu. La lettre lui arrivera demain matin. Je devais vous prévenir, puisque vous tenez à votre vie. Et maintenant, allez-vous-en. » « Charlotte, implorai-je, si dans 1 minute vous n'êtes pas sortie, dit-elle en regardant la pendule, j'appelle. » Paragraphe 7. Conclusion. Et j'obéis. Le lendemain, dès 6h, je quittai le château en proie au plus sinistre pressentiment, essayant en vain de me persuader que cette scène
ne serait pas suivi d'effet, que le comte André arriverait assez tôt pour la sauver d'une résolution désespérée, qu'elle-même, au dernier moment, elle hésiterait, qu'un incident inconnu surviendrait, que sais-je. Quant à fuir, à reculer devant la vengeance possible du frère, je n'y songeais pas une seconde. Cette fois, j'avais retrouvé du caractère parce qu'une idée était en moi vivante et qui me soutenait, celle de ne plus me laisser humilier par personne. Oui, si j'avais eu devant une fille affolée et dans la faiblesse de l'amour heureux une heure de défaillance, je n'en aurais pas une autre devant la menace d'un homme. J'arrivai à Clermont, dévoré d'une anxiété qui ne fut pas de longue durée, puisque j'appris le suicide de mademoiselle de Jussat, et que je fus arrêté coup sur coup. Dès les premiers mots du juge d'instruction, j'ai reconstitué tous les détails de ce suicide. Charlotte a pris dans la fiole de poison achetée par moi ce qu'elle a cru devoir suffire à sa mort. Elle a fait cela le jour même où elle a lu mon journal. J'ai retrouvé en effet la serrure du cahier forcé. Je ne m'en étais seulement pas aperçu, tant j'avais l'âme ailleurs qu'à ces notes stériles. Elle eut soin pour détourner mes soupçons de remplacer par de l'eau la quantité de noix vomiques ainsi dérobée. Elle a jeté le flacon qui lui avait servi par la fenêtre, parce qu'elle n'a pas voulu que son père ou sa mère apprissent son suicide autrement que par son frère. Et moi qui savais toute la vérité sur cet horrible drame, moi qui pouvais du moins donner mon journal comme une présomption de mon innocence, je l'ai détruit ce journal au sortir de mon premier interrogatoire. J'ai refusé de parler, de me défendre, à cause de ce frère. Je vous l'ai dit, j'avais vidé jusqu'au fond la coupe des humiliations et je n'en voulais plus, je n'en veux plus. Cet homme que j'ai tant envié dès le premier jour, cet homme qui me représente la mort maintenant et qui, sachant toute la vérité lui aussi, doit me considérer comme le dernier des derniers, je ne veux pas qu'il ait le droit de me mépriser entièrement. Et il ne l'a pas. Il ne l'a pas, parce que nous nous taisons tous deux. Mais nous taire, pour moi, c'est risquer ma tête afin de sauver l'honneur de la morte, et pour lui, c'est immoler un innocent à cet honneur. De nous deux en ce moment, de moi qui ne veux pas me défendre en m'abritant derrière le cadavre de Charlotte, et de lui qui, ayant cette lettre où elle lui annonce son suicide, la garde devers lui pour se venger de l'amant de sa sœur en le laissant condamner comme assassin, lequel est le brave? Lequel est le gentilhomme? Toute la honte de ma faiblesse dans cette nuit où Charlotte s'est donnée à moi, s'il y a eu honte, je l'efface en ne me défendant pas, et je trouve une volupté d'orgueil comme une revanche de ces horribles derniers jours à ne pas me tuer maintenant, à ne pas demander à la mort l'oubli de tant de tortures. Il faut que le comte André pousse son infamie jusqu'au bout. Si je suis condamné, lui me sachant innocent, lui en ayant la preuve, lui se taisant, eh bien, les Jussat-Randon n'auront rien à me reprocher, nous serons quittes. Pourtant, je vous ai tout dit à vous, mon vénéré maître. Je vous ai ouvert le fond et l'arrière-fond de mon être intime, et en confiant ce secret à votre honneur, je sais trop à qui je m'adresse pour mieux insister sur la promesse que j'ai pris le droit d'exiger de vous à la première feuille de ce cahier. Mais voyez-vous, ce silence m'étouffe. J'étouffe de ce poids que j'ai là toujours sur moi. Pour tout vous dire d'un mot, et appliqué à ma sensation, il est légitime, comme cette sensation même, j'étouffe de remords. J'ai besoin d'être compris, consolé, aimé. Qu'une voix me plaigne et me dise des paroles qui dissipent les fantômes, les obsédants, les torturants fantômes. J'avais dressé en esprit, quand j'ai commencé ces pages, une liste des questions que je voulais vous poser à la fin. Je m'étais flatté que j'arriverais à vous raconter mon histoire comme vous exposez vos problèmes de psychologie dans vos livres que j'ai tant lus, et je ne trouve rien à vous dire que le mot du désespoir. De profundis. Écrivez-moi, mon cher maître,
dirigez-moi. Renforcez-moi dans la doctrine qui fut et qui est encore la mienne, dans cette conviction de l'universelle nécessité qui veut que même nos actions les plus détestables, les plus funestes, même cette froide entreprise de séduction, même ma faiblesse devant le pacte de mort, se rattachent à l'ensemble des lois de cet immense univers. Dites-moi que je ne suis pas un monstre, qu'il n'y a pas de monstre, que vous serez encore là, si je sors de cette crise suprême, à me vouloir comme disciple, comme ami. Si vous étiez un médecin et qu'un malade vint vous montrer sa plaie, vous le panseriez par humanité. Vous êtes un médecin aussi, un grand médecin des âmes. La mienne est bien profondément blessée, bien saignante. Je vous en supplie, une parole qui la soulage, une parole, une seule, et vous serez à jamais béni de votre fidèle. Robert Gresloup. Chapitre 5. Tourment d'idées. Un mois s'était écoulé depuis que la mère de Robert Gresloup avait apporté dans l'ermitage de la rue Guy de la Brosse cet étrange manuscrit qu'Adrien Sixte avait tant hésité à lire. Et le philosophe restait à ce point l'esclave, après ces 4 semaines du trouble infligé par cette lecture, que même les humbles comparses de son entourage avaient dû s'en apercevoir. C'était maintenant de continuelles consultations entre mademoiselle Trapenard et les Carbonnet dans la loge, emplie d'une odeur de cuir où la fidèle servante et les judicieux concierges discutaient à perte de vue la cause du bizarre changement survenu dans les manières du célèbre analyste. Cette admirable, cette automatique régularité des sorties et des rentrées qui pendant 15 ans avait fait de Sixte un chronomètre vivant pour ce paisible quartier du Jardin des Plantes, s'était transformé du coup en une anxiété fébrile et inexplicable. Le philosophe allait et venait, depuis cette visite de Madame Gresloup, comme un homme agité, qui ne peut tenir en place, qui sitôt en promenade pense à rentrer, et sitôt rentré ne peut pas supporter sa chambre. Dans la rue, au lieu de cheminer de ce pas méthodique et qui révèle une machine nerveuse parfaitement équilibrée, il se pressait, il s'arrêtait, il gesticulait, comme disputant avec lui-même. Cet énervement se traduisait par des signes plus étranges encore. Mademoiselle Trapenard avait raconté aux époux Carbonnet que son maître ne se couchait plus à présent avant les 2 ou 3 heures du matin. « Et ce n'est pas pour travailler », insistait la brave fille, « car il marche. La première fois, j'ai cru qu'il était malade. Je me suis levé pour lui demander s'il voulait quelque infusion. Lui, toujours si poli, si doux, qu'on ne se douterait pas que c'est un homme instruit comme il m'a renvoyé en vrai butor. »« Et moi, je l'ai vu l'autre jour, » répondait la mère Carbonnet. Comme je revenais d'une course installée au café, je n'en croyais pas mes yeux. Il était là derrière les vitres qui lisait un journal et si je ne le connaissais pas, j'en aurais eu peur. Il aurait fallu le voir, cette figure et ce front plissé et cette bouche. « Au café ?» s'était écriée mademoiselle Trapenard. Depuis 16 années, tantôt que je suis chez lui, je ne lui ai seulement pas vu ouvrir un journal une fois. Cet homme-là, conclut le père Carbonnet, a un chagrin qui lui malichaude les sangs. Et le chagrin, voyez-vous, mademoiselle Mariette, c'est comme qui dirait le tonneau d'Adélaïde. Ça n'a pas de fond. Pour un fait, c'est un fait. Et que ça a commencé par l'histoire du juge et la visite de la dame en noir. Et savez-vous ce que j'en pense? C'est peut-être quelque fils qu'il a quelque part qui tourne mal. Jésus Dieu, exclamait Mariette. Lui, un fils? Et pourquoi pas? Reprenait le concierge, clignant derrière ses lunettes un œil égrillard.
Avec cela qu'il n'a pas pu galipender tout comme un autre en son jeune temps, c'est toi, canaille, qu'il faudrait bien que t'en allais faire tes farces. Continuait-il en s'adressant à son coq qui se promenait en poussant des petits cris parmi les rognures, happant les boutons au passage et secouant sa crête. À regarder ce courasson de Ferdinand, comme il l'appelait encore, Carbonnet oubliait jusqu'à ses curiosités de pipelet parisien. Ferdinand lui sautait sur l'épaule et se tenait là immobile, tandis que son maître reprenait son marteau et clouait une semelle assurée sur une forme en murmurant sa même joyeuse exclamation. « C'est une bête? C'est une personne? Non, je vous le demande. » Puis il communiquait à mademoiselle Trapenard, épouvantée, les bruits qui couraient sur le compte de ce pauvre monsieur Sixte dans les rez-de-chaussée de la rue Linné, depuis ce changement visible d'habitude. Toutes les mauvaises langues s'accordaient pour attribuer à la citation chez le juge le trouble actuel du philosophe. La blanchisseuse prétendait tenir d'un pays de monsieur Sixte, que sa fortune provenait d'un dépôt dont son père avait abusé et qu'il devait rendre. Le boucher racontait à qui voulait l'entendre que le savant était marié et que sa femme était venue lui faire une scène atroce et qu'elle lui intentait un procès. Le charbonnier avait insinué que le digne homme était le frère d'un assassin dont l'exécution sous le faux nom de Campi tourmentait à cette époque les cervelles populaires. « Je n'irai plus chez eux, » gémissait mademoiselle Trapenard. « C'est-il Dieu possible d'imaginer de pareilles horreurs ?» Et la pauvre fille quittait la loge navrée. Cette grande créature, haute en couleur, forte comme un bœuf malgré ses 55 ans, demeurait paysanne avec ses gros souliers, ses bas de laine bleue tricotés par elle-même et son bonnet collé sur son chignon serré, ressentait pour son maître une affection d'autant plus forte que les divers éléments de sa franche et simple nature y étaient à la fois engagés. Elle respectait en lui le monsieur, le personnage éduqué, dont elle savait que les journaux parlaient souvent. Elle chérissait dans le vieux garçon qui ne vérifiait jamais ses comptes et qui la laissait maîtresse au logis une source assurée pour son bien-être et les rentes de ses vieux jours. Enfin, elle protégeait, elle, la solide, la robuste, cet être faible de corps, presque chétif et si simplet, comme elle disait, qu'un enfant de 10 ans l'aurait dupé. Aussi, de pareils propos la froissaient-ils dans son orgueil, en même temps que l'altération d'humeur si soudaine du savant lui rendait leur commun intérieur presque inconfortable. Par véritable affection, elle s'inquiétait de ce que son maître ne mangeait plus et ne dormait guère. Elle le voyait triste, quinteux, malade, et elle n'arrivait pas à l'égayer, ni même à deviner le motif de cette mélancolie grandissante et de cette agitation. Que devint-elle lorsqu'un après-midi du mois de mars, Sixte revint vers 5 heures, après avoir déjeuné au dehors, et qu'il lui dit « La valise est-elle en bon état, Mariette ?»« Je ne sais pas, monsieur, » répondit la servante. « Monsieur ne s'en est pas servi depuis mon entrée dans la maison ?»« Allez la chercher, » dit le philosophe. La fille obéit. Elle apporta d'une soupente qui servait de grenier et de bûcher tout ensemble une mallette en cuir poussiéreuse, aux serrures rouillées et dont les clés manquaient. « Très bien, » reprit M. Sixte. « Vous allez en acheter une à peu près pareille, tout de suite, et vous y mettrez ce qu'il faut pour voyager. »« Monsieur part ?» interrogea mademoiselle Trapenard. « Oui, » dit le philosophe, « pour quelques jours. »« Mais monsieur n'a rien de ce qu'il faut ?» insista la vieille servante. « Monsieur ne peut pas s'en aller comme cela, sans couverture de voyage, sans... »« Procurez-vous ce qui est nécessaire, » interrompit le philosophe, « et dépêchez-vous, je prends le train à 9 heures. » C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le disciple de Paul Bourget. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.